et vision du CSEM, spécialisé dans les systèmes multispectraux à faible puissance, à haute vitesse et en temps réel. Vous expérimentez actuellement le calcul hiérarchique et la fusion de données pour des solutions d'apprentissage automatique plus robustes et applicables dans l'industrie. Vous encouragez les PME qui se posent des questions sur l'exploitation de leurs données à se rapprocher du CSEM. Il y a toujours du bon dans les échanges. Bienvenue. Docteur Nuria Passos, alors je refais l'introduction. Bienvenue, vous êtes professeur à la HEARC Ingénierie, où vous dirigez le groupe de recherche Systèmes informatiques embarqués. Vos intérêts de recherche portent sur la conception et le développement de systèmes autonomes à faible consommation et à faible contrainte matérielle, ciblant des applications basées sur le Edge IA. Dans ce contexte, vous déployez notamment le projet européen Bonaps, que vous nous avez justement présenté. Selon vous, le Edge IA résout tout un tas de contraintes par rapport au cloud et favorise le développement d'une intelligence artificielle performante, plus responsable et plus durable. Docteur Nabil Warni, bonjour. Merci. Vous êtes professeur enseignant à la HEARC, où vous dirigez le groupe de recherche appliquée technologie d'interaction, dont les principaux axes de recherche sont les interactions homme-machine, homme-robot et machine-machine. Vous vous appuyez sur plusieurs technologies pour comprendre l'action humaine afin de concevoir et développer des applications innovantes pour l'industrie 4.0. Vous sensibilisez les PME aux instruments de financement suisses pour favoriser le transfert des technologies et accompagner l'évolution progressive du travail dans l'interaction homme-machine. Bienvenue dans cette table ronde et merci. Harald Jenny, qui est juste ici. Bienvenue, bonjour. Vous êtes physicien de formation. Vous dirigez depuis plus de 6 ans le Centre Doc, donc spécialisé dans la veille technologique, concurrentielle et stratégique pour les entreprises suisses et européennes. Vous constatez que l'intelligence artificielle jusqu'ici développée en îlot devient un élément intégré dans les outils et procédures des entreprises. Aller dans cette direction est une obligation pour pouvoir gérer l'avalanche d'informations qui nous attend. Florence Guillaume, bienvenue. Vous êtes professeur ordinaire de droit civil et de droit international privé à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, ça fait beaucoup de droit. Et en 2020, vous fondez le LexTech Institute, un centre universitaire dédié à la recherche et à la formation en matière de technologie numérique. Vos recherches personnelles se concentrent sur les relations entre le droit et le numérique, blockchain, intelligence artificielle ou encore intégrité numérique, pour ne citer que quelques exemples. Merci d'être avec nous. David Maurer, qu'on a entendu tout à l'heure, donc ingénieur en microtechnique. Vous fondez Colorix SA en 2003, une entreprise innovante active dans la recherche et fabrication de logiciels et de colorimètres. Vous avez déjà reçu de nombreuses distinctions, notamment pour le détecteur de couleurs Color Catch Nano. Et vous vous démarquez, encore une fois, avec le développement de votre logiciel de simulation de couleurs en temps réel. Vous pensez que l'intelligence artificielle va permettre l'exploitation de logiciels plus performants et intuitifs. Et c'est aussi une aubaine pour la diversification des secteurs d'activité. Aldous Zog, rebonjour, physicien de formation. Vous fondez en 2018 Innovating, où vous occupez la fonction de CIO. Donc Innovating, on l'a vu, est une société spécialisée dans le traitement de données pour prédire les tendances futures grâce à la liaison, pas facile, de millions de données externes aux connaissances internes. Avec la globalisation des marchés, l'intensification de la concurrence et l'évolution rapide des technologies, la maîtrise de l'information est vitale. L'IA devient un partenaire de choix pour l'entreprise. Et enfin, Dimitri Rushka, juste ici, vous bénéficiez de plus de 28 ans d'expérience dans le négoce de matières premières. Vous dirigez SCCF, une société que vous avez fondée en 2004, spécialisée dans le commerce et le financement de matières premières. Vous travaillez sur le projet Argos, qui nous a été présenté, qui apporte des outils digitaux dans un secteur plutôt traditionnel du négoce. Vous êtes convaincu que l'intégration de technologies embarquées peut limiter les fraudes
garantir la qualité, mieux gérer les stocks et ainsi être plus durable. Alors, voilà, on va commencer. Bienvenue à tous. Vous êtes, si vous voulez qu'on vous amène des bouteilles d'eau aussi, vous nous dites. Alors, je vais commencer avec une question un peu générale. À quoi ressemble cette nouvelle ère industrielle de l'intelligence artificielle ? Je pense que Harald, vous avez une idée. Alors, c'est une... Ah oui, les micros. Ouais. C'est une évolution qui prend en vitesse. On a au sein de Centredoc la possibilité de faire une veille de l'intelligence artificielle qui nous permet de voir ce qui se passe au niveau mondial, au niveau européen, au niveau suisse. Et il est juste impressionnant de voir que non seulement il y a les nouvelles applications qui surgissent, mais maintenant que de plus en plus ça s'intègre dans les chaînes de production, dans les chaînes d'analyse des données. Et je pense que c'est cette intégration qui va faire la force. Et c'est cette intégration qui est aussi soutenue par Centredoc. Nous l'intégrons nous-mêmes dans l'analyse des brevets de la littérature scientifique. Et ça a été dit au début, l'intelligence artificielle permet de faire un saut quantique en matière de productivité. Notre saut quantique, c'était qu'à l'époque, il nous faisait 3 semaines pour faire une évaluation. Aujourd'hui, ça se fait en 3 minutes. Autrement dit, sans cette amélioration à laquelle vous faites allusion, on n'aurait plus la possibilité d'exister en Suisse. C'est vital d'avoir cette IA intégrée chez nous. Merci. Nabil, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Il est activé. C'est bon. Il est activé, très bien, merci. Alors je pense effectivement l'intelligence artificielle, il faut le voir effectivement comme un outil qui va stimuler pas mal l'innovation, la compétitivité. Je pense l'intelligence artificielle en tant que discipline en informatique existe depuis maintenant des décennies. Récemment, effectivement, la disponibilité de puissance de calcul puis le volume de données permettent vraiment un saut quantique dans la mise en application en fait, de ces technologies-là. Je pense qu'on assiste actuellement à une évolution rapide à laquelle en fait, on va gentiment s'habituer. Et puis, on va pouvoir peut-être développer des règlements, peut-être des lois, un cadre éthique pour essayer effectivement d'encadrer l'évolution de cette intelligence artificielle, comme on avait fait effectivement avec la génétique. Il faut un cadre légal et peut-être éthique pour pouvoir progresser justement avec cette technologie, ou garder toujours l'humain au centre des préoccupations en fait, de nos applications. Alors justement, on revient sur l'humain. L'IA, elle est capable de traiter un nombre infini de données, donc là où l'humain ne peut pas rivaliser. Comment collaborer avec la machine et surtout comment développer la valeur ajoutée de l'être humain dans l'intelligence artificielle ? Alors je pense, je rebondis sur ce que je viens de dire. L'humain doit rester au centre de préoccupations de développement technologique. Je pense vu maintenant l'évolution de ces technologies-là, où la technologie permet justement de prendre en charge des tâches pas mal répétitives à très faible valeur ajoutée pour l'humain. Je pense que l'humain peut être libéré de ces tâches-là, de ce fardeau parfois, pour se consacrer à des tâches peut-être plus créatives, à plus haute valeur ajoutée. À terme, je pense, on va assister à une évolution où l'humain va être le créateur de valeur et puis l'IA va l'assister en fait pour la mise en valeur, la mise en application en fait de cette valeur-là. Et qu'est-ce qu'il faut comme nouvelles compétences pour collaborer avec la machine ? Alors je pense effectivement il y a pas mal de compétences à acquérir et je pense au niveau des écoles, on commence déjà à enseigner certaines disciplines comme par exemple les statistiques, les mathématiques, afin justement d'avoir les outils nécessaires pour développer des algorithmes. Mais je pense travailler à côté d'une machine, il y a l'enseignement, mais je pense qu'il y aura un changement de culture qu'il faut opérer pour accepter justement ces machines à côté de l'humain. Et ça a été dit tout à l'heure, pour travailler en collaboration, en bonne intelligence, où la machine peut effectuer des tâches et puis l'humain effectue des tâches à plus haute valeur ajoutée, selon le bon sens. Je pense qu'il faut garder toujours effectivement le fait que la dernière décision doit appartenir à l'humain et pas à la machine. Donc, créer aussi une sorte d'hiérarchie des décisions
entre l'humain et la machine. Et je pense effectivement dans des scénarios de collaboration, je défends la thèse, effectivement, la décision finale doit appartenir à l'humain. Parce que c'est quand même 300 000 ans d'évolution naturelle qu'on ne peut pas juste balayer avec quelques décennies justement d'évolution technologique. Et puis je me tourne vers vous, David. Vous développez avec vos équipes des projets technologiques et plus récemment avec une composante IA. Quelles sont les compétences requises en interne et puis, quelles sont les compétences requises en interne justement, ça fait le bon. Nous, on a beaucoup d'ingénieurs en informatique, on a besoin de ces compétences-là. On fait pas mal de soft maintenant pour pouvoir développer cette IA. Là. Et puis maintenant, est-ce que vous vous auto-formez quand avec on de l'open source Quand on était quand même 3 ans après avoir sorti, que l'iPhone soit sorti, on est sorti un accessoire Bluetooth, il n'y avait rien sur Internet, donc on a dû apprendre par nous-mêmes, on a acheté des livres dans les bibliothèques, puis on a essayé de faire par nous-mêmes. Quand vous êtes un peu les premiers à faire quelque chose de nouveau, il n'y a pas beaucoup de choses open source qu'on peut trouver, donc c'est à nous de faire. Puis après, voilà, on y va, puis heureusement qu'on a des gens compétents et on y arrive. Et justement, l'open source, est-ce que tout le monde est concerné ou est-ce qu'on n'assiste pas à 2 vitesses de l'IA, celle des GAFAM et puis le reste? Alors, l'open source, c'est déjà une très bonne chose, ça permet d'avancer plus vite. Nous, on est pour partager des petits bouts, mais pas la totalité non plus. Et puis, c'est clair que maintenant qu'avec aussi STIA, on va se retrouver avec une catégorie de gens qui vont maîtriser ces technologies, puis les autres pas. Puis, il faudra trouver une solution pour que tout le monde soit content, puis qu'il y ait du travail quand même pour tout le monde après, quoi. J'ai envie d'insister sur les compétences au niveau des Novating. Aldous, si vous... Oui, pardon. Excusez-moi. Donc évidemment, je rejoins ce qu'a dit mon partenaire de journée. Non, mais nous, les compétences, effectivement, on a une bonne partie qui est du développement. Donc l'intelligence artificielle, les algorithmes qu'on utilise, c'est pas forcément quelque chose qui sont inexistants, quelque chose qui existe depuis relativement longtemps. Mais on intègre en fait avec notre équipe d'ingénieurs effectivement des compétences en IA et on se forme effectivement en permanence. Donc on cherche des nouvelles choses, des nouvelles intelligences artificielles et on se forme. Mais on a, nous, vraiment une partie développement. Donc on a une partie humaine qui est très importante, puis de l'autre côté, la partie aussi développement avec quelque chose qui est plus dur derrière. Est-ce qu'une personne souhaite rajouter quelque chose sur les compétences aujourd'hui, data scientist, etc. en Suisse? Oui, Harald. Faut peut-être oser, en tant qu'ingénieur, de déléguer une partie de son savoir-faire à une machine. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, on est obligé à trouver d'autres points importants pour se concentrer dessus. Et l'interface avec la machine, on l'a entendu ce matin, ça passe à travers les learning algorithms. Et cette formation de la machine, mais c'est que l'être humain qui peut la faire. Mais il faut accepter d'aller dans cette direction. Ce n'est pas toujours facile. Oui, Andrea. Peut-être on peut parler de la pénurie qu'on avait vécue au niveau des gens qui sont bien formés dans le machine learning, qui était une période très difficile. Je crois qu'ils ont bien réagi et on a plus en plus de personnes qui viennent chaud avec les compétences nécessaires. Mais j'aimerais bien relever un point. Les algorithmes sont une partie de la chaîne. Et ce qu'on manque aujourd'hui, à mon avis, c'est des ingénieurs de data. Et ce n'est pas forcément la même chose. Et on demande à la data scientist de faire toute la chaîne de valeur. Donc, prendre les données, préparer les données et faire des algorithmes, il faut se séparer ces différentes parties. Et on va améliorer et devenir plus efficace si on arrive à faire ça, au lieu de mettre tout ça sur l'assiette de data scientist. C'est tout. Peut-être justement rebondir un peu sur ce qu'Andrea a dit. Aujourd'hui, on a un domaine très multidisciplinaire, on peut dire, parce que d'un côté, on a les data scientists qui étaient en front-end
de cette intelligence artificielle. Mais on trouve aujourd'hui beaucoup d'informaticiens, des ingénieurs, des développeurs, des électroniciens. Si on veut déployer finalement de façon optimale ces algorithmes sur un système avec faible puissance de calcul, alors là, il a effectivement plusieurs compétences. Ça fait difficile effectivement pour une entreprise, un PME, d'avoir toutes ces compétences en interne. C'est pour ça qu'il faudra trouver des astuces pour mettre en relation les personnes qui amènent ces compétences et les demandeurs finalement de ces compétences pour finalement remplir ce qu'on appelle les IA pipeline, ou la chaîne en fait, de valeur. Oui, bien sûr. Hein. Allez-y seulement. Juste voilà. Effectivement, l'intelligence artificielle en soi, c'est pas un objectif, c'est un outil pour résoudre un problème métier. Et je pense effectivement cette pluridisciplinarité est super importante. Donc on a besoin des gens qui comprennent le métier, donc un procédé ou un process ou une machine, comment ça tourne. Et puis effectivement, une fois on a compris comment la machine en fait tourne, quels sont les problèmes à résoudre, on peut effectivement s'appuyer sur plusieurs disciplines, voilà, des data scientists, des data engineers, des informaticiens, des intégrateurs, pour arriver effectivement à une solution. Donc je ne peux qu'appuyer effectivement cet aspect pluridisciplinaire, en fait, ce besoin de compétences pluridisciplinaires, collaboratif entre des membres d'équipe en fait, qui ont un objectif commun qui est résoudre un problème donné. Justement, je voulais rebondir sur les données, parce que pas d'intelligence artificielle sans données. Comment trouve-t-on des données utiles? À quel prix? Et quelles sont finalement les bonnes pratiques? Je regarde Aldous. Alors, je pense qu'il faut déjà être humble envers les données, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, comme on l'a vu dans les différentes présentations, il y a non seulement beaucoup de données, mais des données qui sont très hétéroclites ou très différentes. C'est chaque fois un métier différent. Donc, on a parlé du métier là juste maintenant, mais c'est effectivement ces différents types de données, c'est des choses qui sont très différentes. Alors, je parlais pour notre cas, nous, où on a des données qui sont plutôt des données de publication, hein, ou des données documentaires. Alors, le premier élément, disons, je pense, c'est le choix de la source, qui est extrêmement important. Donc, toutes les sources ne sont pas de même valeur. Donc, le choix de la source, je pense, c'est le premier point qu'il faut vraiment ressortir dedans. Dans ces sources, il y a évidemment deux éléments qui sont importants, c'est la qualité des données. Toutes les données n'ont pas la même qualité, donc si on parle de nouveau pour nous, un post sur TikTok, il n'a pas la même donnée qu'une publication au brevet ou qu'un article dans le temps. Donc je pense que vraiment la qualité des données est extrêmement importante. Ce qui veut aussi dire qu'il y a un coût derrière qui est différent. On peut aujourd'hui pratiquement trouver toutes les données partout gratuitement, si on peut dire, mais évidemment, les données sont travaillées derrière. Et puis une donnée déjà consolidée derrière, elle est évidemment pas au même coût. Une donnée financière est très chère, mais par contre, il y a des données qui sont pratiquement gratuites de l'autre côté, mais qui par une valeur qui est parfois la même. Donc le choix de la donnée, vraiment, on a parlé aussi de la chaîne de valeur derrière, c'est extrêmement important de partir sur des données qui sont bonnes. Juste sur le choix de la donnée aussi, ça a aussi un impact, en tout cas pour nous, à la fin du processus, c'est que toutes les données, elles ne parlent pas la même chose. Donc nous, on dit toujours qu'on fait parler les données, mais toutes les données, elles ne parlent pas la même chose. Évidemment, pour prédire quelque chose dans un domaine particulier, les données qui sont en entrée sont extrêmement importantes, ne seront pas les mêmes en fonction des différents projets. Et puis, la qualité, aussi l'exhaustivité. Donc, c'est aussi un point aussi dans le choix de la source. Les données ne sont pas toutes de la même exhaustivité, même si des données gratuites existent, mais elles ne sont pas forcément exhaustives. Donc, l'exhaustivité qui est aussi toujours avec le choix, on est toujours lié au choix de départ. Et puis, certaines sources, elles ont aussi des valeurs ajoutées qui sont faites par-dessus. Donc, évidemment, on rajoute nous aussi de la valeur ajoutée dessus, mais il y a aussi des données, on peut les acheter. Des fois, c'est moins cher d'acheter une donnée avec une valeur ajoutée qui est déjà dessus que de la consolider nous-mêmes. Voilà un peu pour ce que je peux dire sur les données. Comment vous garantissez justement l'aspect protection des données? Alors, vous avez une procédure pour bien... Oui, bien sûr. Alors ça, évidemment, la protection des données. Alors, en général, nous, ce qu'on fait, et c'est un peu notre credo, c'est de données publiques. Donc, on n'est en général pas dans un cas où les données en elles-mêmes, elles ont un coût qui est extrêmement important. Par contre, souvent, les données qu'on utilise pour sortir de l'information, elles peuvent être très chères, mais par contre, il y a souvent un pendant gratuit derrière. Mais donc, là, en général, les données que nous, on utilise, elles ont un libre de droit. J'aimerais juste rajouter peut-être quelque chose sur les données. Les données, c'est quelque chose qui est important derrière, mais
finalement, en tout cas nous dans notre expérience, les données elles deviennent de moins en moins importantes pour l'utilisateur final. Donc souvent, les données, c'est la base pour construire quelque chose dessus, mais on arrive à un point en fait où aujourd'hui les données, c'est la base, mais c'est l'intelligence qu'on a rajoutée par-dessus, on rebondit de nouveau sur l'intelligence humaine, mais c'est surtout cette intelligence humaine qui est mise en avant à nos clients. Donc on sait qu'on a une base solide de données, mais c'est la couche par-dessus d'intelligence qui devient extrêmement importante. Harald, j'imagine, sur les données. Je suis entièrement d'accord. Donc, si vous avez de la mauvaise qualité de données, votre résultat ne peut pas être bon. Et chez CentreDoc, on a un budget important pour avoir les accès à des bases de données avec des données de bonne qualité. C'est d'ailleurs le cœur de CentreDoc et l'idée initiale de l'industrie horlogère d'avoir un endroit où ces accès sont centralisés. Comme ça, il n'y a pas tout le monde qui doit les prendre lui-même et c'est centralisé à un endroit et puis après dispatché. Voilà. Donc effectivement, la qualité des données, c'est primordial. Oui. Petite précision effectivement pour les données, parce que moi j'ai découvert l'IA, ça fait pas longtemps, je suis plus électronicien de base, et on parle toujours de données, qu'il faut avoir beaucoup de données pour avoir des algorithmes, des réseaux de neurones qui sont précis, qui sont accuracy. Mais en fait, ce n'est pas les données en soi, seulement collecter les données, mais les labelliser. Ça veut dire, effectivement, si on veut apprendre, entraîner un modèle, il faut lui dire, donner quelque chose à l'entrée, et lui dire qu'est-ce qu'il attend de cette entrée. Et ça, c'est la labellisation de ces données. C'est ces bêta-données qu'on va ensemble avec les données. Et c'est ça qui prend plus de temps encore, parce que c'est une tâche encore semi-manuelle ou semi-automatique, ça dépend comment on peut le voir, mais c'est ça qui coûte énormément aujourd'hui, la labellisation de ces données. Et ça, c'est important. On le fait automatiquement, gratuitement pour Google parfois, parce qu'on veut s'enregistrer sur des sites et nous demande si on voit un sémaphore quelque part. Mais ça, c'est extrêmement coûteux pour les entreprises qui veulent créer la valeur à partir de ces données. Oui. C'est juste ajouter la valeur de données, parce que sans les données, on n'a pas de réponse. Donc, on doit avoir ces données, donc c'est la base. Et pour une entreprise qui récolte les données, c'est aussi une valeur ajoutée dans leur domaine de spécificité. Donc, il a le domaine, il a une question qu'ils vont poser à cet algorithme, et c'est grâce à les données et la labellisation de données, Nuria avec données, qu'il peut répondre à cette question. Donc, c'est à cause de ça qu'en fait, il faut être humain et les algorithmes ensemble, que les humains, pour labelliser les données, pour répondre à les questions qui sont nécessaires. Et donc, c'est vraiment un partenaire entre les deux. Au début, quand on labellise les données. Donc, il ne faut pas oublier cette partie que vous avez beaucoup de pouvoir dans un domaine de savoir-faire quand vous labellisez une donnée. Si c'est oncologie, on labellise le cancer. Si c'est un défaut que les horlogères le voient d'habitude. Ça, c'est le savoir-faire d'un métier des entreprises, des SME. Et c'est sur ce savoir-faire qu'on va s'entraîner ces algorithmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique à un domaine. Et c'est ça qui rend la labellisation un peu complexe, mais aussi qui donne la valeur à cette donnée labellisée. Qu'en est-il de manière générale de la maturité des entreprises suisses justement dans ces données qui sont numérisées ? Moi, je trouve que les Suisses, ils sont très avancés au niveau technologie, dans le sens qu'ils veulent aller vers l'avant. Donc, ils viennent souvent, ils savent qu'ils ont des données, souvent déjà dans une forme digitale. Ils sont prêts à venir mais où ça bloque de temps en temps, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces données. Donc, c'est à cause de ça qu'on fait souvent l'appel au XEM, de demander à les SME de venir avec leurs données, on discute, qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement pour améliorer l'efficacité de leur système. Parce que tout le monde aujourd'hui a parlé de l'efficacité, en fait. Et ça, c'est la première chose qu'on gagne avec le machine learning, c'est de rendre les process qui existent déjà plus efficaces, d'enlever les process répétitifs, de faire des prédictions quand un système va casser ou tomber en panne
et ses efficacités qui peuvent être améliorées avec le machine learning. Donc moi, je trouve qu'ils ne sont pas tous là encore, mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais c'est un blocage de vraiment savoir les étapes concrètes qu'ils peuvent prendre, qui est difficile. Si je peux juste peut-être ajouter effectivement quelque chose, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre l'euphorie qu'on a actuellement, parce qu'on a quelques domaines d'application qui cartonnent. Hein. On vous recommande un film, waouh, mais il sait exactement ce que je veux. Et puis effectivement, une PME qui a une machine à outils qui produit des pièces, et puis il faut juste faire de la maintenance prédictive, et puis que la broche ne tombe pas en panne dans 2 jours. Et je pense entre ces 2 mondes-là, il faut qu'effectivement les institutions de recherche accompagnent d'une manière pertinente en fait, les entreprises pour les pointer vers les solutions pertinentes, mais qui sont surtout utiles en fait, pour eux. On ne fait pas l'intelligence artificielle ou la digitalisation comme but ou comme finalité, mais comme moyen, effectivement, pour augmenter l'efficacité, pour avoir des produits de meilleure qualité, peut-être effectivement créer des nouveaux services et des nouveaux produits. Et je pense qu'il y a effectivement une pédagogie à appliquer pour guider aussi les entreprises à miser sur les bonnes applications, à miser sur les bonnes données, et puis peut-être effectivement les orienter. Voilà, quels sont les capteurs qui sont le plus à même en fait de fournir des données pertinentes. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de pédagogie à faire. Je ne conseille pas les entreprises à se lancer comme ça, corps et âme, dans l'intelligence artificielle, sans savoir qu'est-ce qu'on veut résoudre avec. Et je pense ici, il y a un certain pragmatisme de la région qui fait qu'effectivement, on ne va pas très lentement, mais à raison. Effectivement, il faut comprendre d'abord de quoi a-t-on besoin, quel est le problème, puis comment on peut résoudre. Et puis ne pas suivre comme ça la tendance d'une manière non réfléchie. Donc je pense qu'il y a une certaine sagesse acquise sur des siècles qui effectivement s'applique aussi à l'intelligence artificielle, même si on a des cas d'utilisation waouh qui font rêver en fait. Mais Harald, vous parliez d'intelligence artificielle intégrée à l'ensemble de l'entreprise, puis vous avez, je crois, un bel exemple, vous venez de réaliser chez Centredoc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur avant le travail en îlot, puis maintenant l'intégration générale? Alors oui, volontiers. Donc l'exemple, c'était qu'on avait chaque mois plusieurs milliers d'informations dans le domaine des matériaux qui étaient publiées, brevets, littérature scientifique, et c'était ingérable. Donc, on avait la mission d'en sortir les informations importantes. Et là, d'abord, le premier pas, c'était de le faire offline avec une intelligence artificielle locale. Et ensuite, maintenant, on l'a intégré dans tout le flux, depuis l'acquisition de la donnée jusqu'à la livraison au client final. Et pour finir, le client ne réalise même plus qu'il utilise l'intelligence artificielle, mais néanmoins, chaque mois, ça s'améliore avec cet algorithme auto-apprenant. Et c'est ça qu'on est capable maintenant de fournir. Donc, si les grandes marques horlogères reçoivent leurs veilles matériaux, partiellement, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a l'intelligence artificielle dedans. Oui. Je vais juste ajouter quelque chose là-dessus. J'ai lu dernièrement un article dans Le Temps qui disait que la Suisse était nulle en matière de numérisation. Ce n'est pas pour être polémiste, hein, je m'excuse, M. Tully, mais on a vu effectivement, ben là, ça c'est le citoyen qui parle, après je dirais juste que nous on l'a aussi rencontré dans notre métier, mais on a vu qu'il y a la plateforme mevaccin.ch qui avait été un fiasco, alors ça devait être un peu le symbole des certificats numériques. On a aussi vu qu'il y a encore des fax visiblement qui étaient échangés pour transmettre c'est ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas de preuves plus que ça, mais il y a encore des fax qui étaient échangés dans l'administration pour donner des données sur la pandémie. Donc ça laisse quand même laisse songeur. Et puis de l'autre côté, on a souvent l'IMD et puis le Forum économique de Davos qui dit toujours la Suisse, ils sont champions de la numérisation. Donc évidemment, il y a un peu un antagonisme entre les deux choses, mais probablement, je rejoins ce que disait Andrea tout à l'heure, mais la Suisse, il y a des très bonnes bases en fait qui sont dedans. Il y a des excellents instituts de recherche, il y a des excellentes start-up, il y a des excellentes sociétés dedans. Donc je pense qu'il y a peut-être un pas encore qui est à faire dedans. Et on a aussi vu dans la dernière votation sur les données un peu la réticence des Suisses. Donc il y a aussi cette idée un petit peu de la qualité de où sont mes données et tout ça. Donc il y a peut-être quelque chose dedans. Donc c'est ce que je veux juste ajouter. Puis juste en tant qu'entrepreneur en fait dedans dans les différentes sociétés qu'on va visiter, nous on intervient aussi souvent après la numérisation. Hein, donc on n'est pas des spécialistes de la numérisation, mais l'utilisation des données. Donc
en général, les sociétés sont soit déjà évangélisées là-dedans, donc on utilise en général les données, mais souvent ce qu'on constate, c'est que les entreprises, elles savent qu'elles ont quelque chose qui a une grande valeur, qui sont les données. Mais comment les exploiter, donc je rejoins là, sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais comment les exploiter, c'est souvent un petit peu le point d'orgue, qui est un petit peu le point qui est délicat. Et puis souvent aussi dans les entreprises, il y a aussi énormément de choses qui sont de l'information qui est sur la table ou dans un tiroir, qui est souvent sous-exploitée et qui sont extrêmement intéressantes dans les entreprises. Donc des notes qui sont écrites quelque part, des foires lesquelles on allait visiter. Donc on essaye aussi de numériser aussi ces éléments ici qui sont choses qui sont extrêmement importantes aussi. On parle de la qualité des données. Ben ça, c'est vraiment des données qui sont d'excellente qualité parce que c'est vraiment l'humain. Puis l'intelligence artificielle, finalement, là-dedans, elle a un peu moins sa place. Voilà, juste ce que je voulais ajouter. Dimitri, vous, finalement, vous êtes dans un secteur traditionnel du négoce. Et puis, vous commencez à créer votre base de données, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un retour sur comment vous vous êtes lancé là-dedans, puis un peu le futur, là où vous voulez aller ? Oui, écoutez, en arrivant ici, j'ai vu devant l'immeuble de CSEM un slogan passion d'innover, énergie d'entreprendre. Alors, je ne sais pas si c'est Colorix qui a choisi la couleur, mais c'est vrai que ça reflète un peu l'état d'esprit. Donc, l'idée, c'est vraiment de... Disons, j'ai découvert le XEM, je connaissais bien de nom, mais j'ai découvert les gens qui y travaillent et ce qui se fait ici au sein de cette entreprise semi-privée, et j'étais très impressionné. Donc, j'ai vraiment envie de continuer à développer les projets avec le XEM. Et dans notre domaine, disons, des matières premières, il y a vraiment beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail, parce que tout est très archaïque. Hein. Un capitaine de navire va jamais libérer de la marchandise sans avoir un papier original, ce qu'on appelle un connaissement, ou qui soit sur le bout de la planète. Donc, s'il transfère un bateau qui arrive en Chine, il faut absolument que ces 3 papiers arrivent à l'arrivée. Donc, ça veut dire beaucoup de DHL qui vont envoyer ces documents à l'arrivée pour prouver que c'est payé et on va libérer la marchandise. Donc, les technologies, elles existent. On peut remplacer un papier par une numérisation, mais il y a le problème législatif, légal. Donc, ça veut dire il faut que les pays se mettent d'accord. Et là, il y a encore aussi beaucoup de travail. Donc, voilà, je suis ravi de pouvoir participer à cette entreprise. Et puis, j'espère que les InnoSuisse et MicroCity et les autres organismes de financement suisses pourront continuer à nous aider, à aider les autres et engager aussi des jeunes dans le domaine au niveau local. Moi, j'ai dû partir aux États-Unis. J'ai étudié ici, mais j'ai dû partir aux États-Unis parce que j'étais vraiment mauvais en allemand. Donc, s'il y a une application qui peut me faire apprendre l'allemand rapidement, je serais ravi. Mais voilà, donc j'espère qu'on arrivera à garder les jeunes ici, les cerveaux ici, et grâce notamment au CSEM. Voilà. Merci. J'aimerais venir sur la partie Edge, IA versus le cloud. Donc, quels sont, on l'a un peu vu, mais vraiment les bénéfices pour les industriels et puis surtout comment garantir un niveau exigeant de sécurité, puisque c'est le challenge pour les industriels. Alors, les avantages de l'IA par rapport au cloud, voilà, c'est ma vision, c'est d'un côté effectivement qu'on peut sécuriser mieux les données, parce que les données ne vont pas traverser, ils ne vont pas voyager vers le cloud, ils vont être localement à côté du capteur. Et aussi, il y a des applications, si on passe la voiture autonome, qu'au niveau de latence, les applications ne peuvent pas se permettre d'envoyer des informations vers le cloud et traiter et retourner. À ce moment-là, l'airbag serait trop tard pour que ce soit enclenché. Et aussi, voilà, des contraintes de taille et de prix. Alors, ça, c'est les avantages qu'on peut voir pour les IA. Ce n'est pas pour toutes les solutions. Alors, on va trouver de l'IA, comme on a vu, dans différents types d'applications, mais aussi dans différents types de dispositifs. Alors, mais pour certaines applications émergentes, les IA, je pense que c'est même nécessaire ou indispensable. Maintenant, au niveau sécuritaire, c'est clair qu'on doit garantir que personne ne peut venir accéder à ce dispositif, qu'il ne soit pas hacké, ce dispositif embarqué sur lequel tourne l'algorithme IA.
Et pour ça, il y a des mécanismes qui existent actuellement, beaucoup de mécanismes pour effectivement garantir. Il faut qu'on veille à les mettre en place et, par exemple, au niveau d'autorisation, on doit autoriser seulement les personnes qui sont autorisées à y accéder. Au niveau de cryptage, alors il y a énormément de mécanismes qui peuvent s'appliquer aussi aux dispositifs embarqués, Edge, pour pouvoir garantir cette sécurité. Mais effectivement, c'est un problème qu'il faut tenir en compte dès qu'on développe ces applications. Mais c'était déjà un peu le cas avant l'IA, tout ce qui est dispositifs embarqués. Aujourd'hui, si on pense au grid, par exemple, tous les réseaux électriques, avec tous ces compteurs, nous, on sera contents si on peut venir hacker notre compteur d'électricité, les mettre à zéro tous les mois. Mais je pense que les compagnies électriques ne vont pas être contentes. Alors voilà, c'est des questions qu'on était déjà adressées et que, voilà, on doit encore tenir en compte dès qu'on implémente l'IA sur les Edge. Andrea, oui, j'imagine. Ajouter, parce que je suis totalement d'accord. Il ne faut pas voir ça comme une bataille entre le Edge et le cloud. Ce n'est pas Edge ou cloud pour moi, c'est Edge et cloud. Et chacun a sa position pour le traitement de données. Le cloud aussi, le Edge aussi. Mais ce qui est bien et les avantages de Edge, c'est qu'avant qu'on a envoyé toutes ces données sur le cloud, ça avait des coûts au niveau de temps. Donc, si vous voulez une entreprise qui fait un système de détection de défaut où vous avez 3 mètres par seconde, ce n'est pas possible de l'envoyer ça à la cloud. Donc, le latency était un problème, mais il avait aussi la sécurité. Il avait aussi le fait que après vous l'envoyez à la cloud, vous ne pouvez pas forcément avoir vos données sécurisées. Ça, peut-être il a arrêté maintenant parce qu'on a des choses comme le neuromorphic encryption où on peut l'encrypter, l'envoyer à la cloud et puis revenir. Mais on a des avantages aussi très importants d'énergie. Ça prend énormément d'énergie. C'est 1/3 souvent, on peut dire à peu près comme ça, que d'un système, c'est pour l'envoyer, pour ce l'envoi. Donc, si on va aller dans une société aussi qui pense plus vert et penser dans l'environnement, on doit aussi penser, est-ce qu'on peut le traiter localement? Parce que c'est quand même mieux de ne pas gaspiller l'énergie quand ce n'est pas nécessaire. Donc, ils ont des avantages, mais bien sûr, d'avoir plusieurs systèmes mondialement, qu'on va l'avoir avec Dimitri, ça va être un moment où la métadonnée, donc un traitement localement à la Edge, mais après, on va l'envoyer tous ensemble, la métadonnée, donc beaucoup moins, mais des informations pertinentes pour traiter à la cloud. Donc, il faut, pour moi, c'est juste, il est faux de penser Edge ou cloud. C'est Edge et cloud, et chacun a sa place. Vraiment, c'est ça le point. Juste pour peut-être effectivement pour un complément, je pense effectivement peut-être dans le contexte régional, donc la région de l'arc jurassien, c'est quand même plus Edge que cloud. Et je pense effectivement le fait qu'on maîtrise, et c'est l'infiniment petit, on maîtrise les capteurs, on maîtrise ces devices-là, ça donne quand même un avantage concurrentiel pour développer des applications plus ciblées par rapport justement à ces dispositifs embarqués. Je pense que c'est une opportunité pour la région peut-être de se spécialiser dans le Edge AI pour effectivement prendre l'avance par rapport, de toute façon, faire maintenant la concurrence à Google sur le système de recommandation de streaming. Ça, c'est déjà perdu la bataille. Mais effectivement, au niveau du Edge, on a encore la bataille n'est pas encore jouée. Et puis peut-être, et c'est là où la Suisse peut, ou en tout cas l'arc jurassien peut mettre l'effort pour effectivement réaliser peut-être des avancées. Ça, je suis bien d'accord. Et sur le Edge, je crois qu'on a déjà des systèmes qui sont mondialement reconnus avec des prix où on va sur le très basse consommation jusqu'au niveau de l'autonomie complète avec des systèmes embarqués. Donc en fait, ici, je crois que c'est un avenir qui va venir, la basse consommation, les très basses consommations avec des autonomies et avec des développements de communication comme LoRa et d'autres communications qu'on avait, aussi de basse consommation avec des systèmes comme des nouveaux types de visage où on met dans le processeur dédié des imageurs de 1 milliwatt, moins de 1 milliwatt de consommation avec des systèmes hiérarchiques où on ne regarde pas
l'identité directement des personnes, mais on regarde d'abord est-ce qu'il y a une personne, et comme ça, on peut faire des processing qui est beaucoup plus basse consommation. Et c'est jusqu'au moment qu'on reconnaît qu'il y a une personne qu'on essaie de l'identifier. Ça, c'est tout en route, et je suis tout à fait d'accord que ça, c'est une puissance locale, mais qui repartit mondialement. Ça, je suis d'accord. Alors justement, on parle de partir de la Suisse, on arrive sur le point de l'Europe. L'IA est clairement une priorité de l'Union européenne. Les risques reconnus dans leur livre blanc sont l'opacité des processus de décision, les discriminations liées aux biais algorithmiques et l'invasion de la vie privée liée aux données personnelles. Des points qui sont complexes mais aussi nécessaires. Alors comment les entreprises peuvent se préparer au mieux pour s'assurer du respect de ces règlements? Et je me tourne vers Florence. Merci bien. Alors, j'ai bien entendu qu'en fait le droit c'est un problème. Alors ça, on y est toujours confronté. Et je dirais avant tout les juristes. On est les premiers confrontés à la difficulté du droit. Dans ce domaine, et quand je vous entends, vous me faites envie en fait, parce que vous parlez de processus ou système accepté au niveau mondial. C'est ce que vous avez dit. Et en fait, nous, on a une grande difficulté au niveau du droit, c'est que le droit est adopté par les États. Et donc chaque État adopte un système juridique, des règles de droit qui s'appliquent sur son propre territoire, mais pas sur le territoire des autres États. Alors effectivement, quand on fait du commerce international, on se retrouve avec une succession de lois différentes qui s'appliquent avec des conditions différentes, et c'est souvent très compliqué de pouvoir respecter toutes ces conditions. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors pourquoi pas adopter le droit au niveau international? On y essaye. On essaye. Au niveau international, il y a les conventions internationales qui peuvent être adoptées entre les États. Et puis au niveau régional, il y a des règles qui sont adoptées, par exemple, dans l'Union européenne. Alors il y a très très peu actuellement de règles qui encadrent l'intelligence artificielle au niveau international, pour ne pas dire pas. En tout cas, dans le domaine du droit privé, il n'y a pratiquement rien qui a été encore adopté au niveau international. Il y a des institutions qui s'y attellent. Il y a par exemple, au niveau des Nations Unies, il y a la Commission des Nations Unies sur le développement du commerce international qui est en train d'examiner depuis plusieurs années comment adopter des règles de droit au niveau international. Mais encore faudra-t-il que ces règles soient reprises par les États. Donc on n'y est pas encore. Et il y a actuellement deux grandes puissances, bien sûr, qui se profilent dans ce domaine, c'est les États-Unis et la Chine. Et l'Europe est en train d'avancer extrêmement vite actuellement. Le train européen va très très vite. Et peut-être vous avez entendu effectivement parler des derniers développements. Alors il y a eu ce fameux livre blanc qui a été publié en 2020, en février 2020, sur le développement de l'intelligence artificielle dans l'Europe, l'Union européenne. L'idée, c'était de créer finalement un cadre juridique qui présente un certain équilibre entre encadrer les développements technologiques et protéger les droits fondamentaux des citoyens. Et la grande difficulté, elle est là. En fait, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a cette difficulté qu'on doit absolument remettre l'humain au centre de la législation. Et c'est extrêmement important. Et l'Union européenne insiste beaucoup sur ces éléments, protéger les libertés fondamentales de l'humain dans la mise en place d'un cadre qui permette néanmoins, un cadre juridique qui permette néanmoins d'apporter une certaine sécurité du droit. Alors c'est le grand défi en fait qu'il y a actuellement. Et peut-être vous avez entendu parler d'un nouveau document qui vient d'être publié par l'Union européenne. C'est un projet de règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un projet de règlement d'avril 2021. Et ce projet de règlement est assez intéressant puisqu'ils définissent dans ce projet, qui peut-être entrera en vigueur, j'imagine qu'il entrera en vigueur bientôt, ils définissent une pyramide des risques. Et cette pyramide des risques, elle est fondée sur les différents usages de l'intelligence artificielle, en partant des risques qui sont totalement inacceptables. Et donc ces risques inacceptables sont interdits. Donc ça veut dire que ce type de développement de l'intelligence artificielle est interdit. Tout en bas de la pyramide, vous avez les usages à risque minime de l'intelligence artificielle. Cela, il n'y a pas de difficulté particulière, donc il n'y a pas de réglementation supplémentaire qui est envisagée. Et puis entre deux, il y a les usages à haut risque qui sont très réglementés. Et là, il y a tout un processus de mise en place de réglementation qui est prévu pour examiner la conformité du système à différents échelons. Et ensuite, il y a les usages à faible risque, qui sont donc les usages intermédiaires. Et là, c'est beaucoup plus flexible. Bon, il faut savoir que pour les usages à haut risque, on a presque 50 articles qui sont prévus dans ce règlement, ce projet de règlement. Donc, effectivement, là, il y aura un encadrement très précis qui est prévu
pour essayer d'accorder la sécurité du droit qui permettrait de renforcer la confiance finalement. Aussi bien la confiance au niveau des entreprises que la confiance au niveau des utilisateurs. C'est l'idée. En Suisse, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. On a une approche intéressante en Suisse, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe en Europe et puis après on regardera. Pour l'instant, donc, on a une approche très, très sectorielle. Il y a 2 ou 3 petites choses qui sont améliorées ici et là, notamment s'agissant de la protection des données, qui est effectivement aussi un sujet extrêmement important en droit. Est-ce que c'est des sujets que vous développez au sein du LexTech Institute ? Alors oui, au sein du LexTech Institute, on a de la recherche qui se fait en matière notamment de blockchain, mais aussi d'intelligence artificielle, dans le domaine du droit, mais aussi dans les autres domaines, c'est-à-dire aussi bien sciences économiques, sciences sociales, et bien sûr informatique. Oui. Est-ce qu'il y a une vocation de fournir par exemple des outils aux entreprises pour les aider justement à que ce soit un peu plus facile et acceptable ? Alors c'est de la recherche, oui. Donc bien sûr, on est à disposition des entreprises si des entreprises sont intéressées à faire de la recherche avec nous, ça c'est clair. Et l'intérêt de ce centre, c'est qu'il est totalement pluridisciplinaire. Donc on a des chercheurs des 4 facultés de l'Université de Neuchâtel. Et on peut apporter une réflexion aussi bien sous l'angle juridique, éthique, technologique, économique, social aussi. Magnifique, merci beaucoup. Je vais laisser la parole, les questions. Sandrine. Je demande dans la salle, oui. Alors je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. J'entendais que au-delà des données, c'était aussi important. Au-delà des données, il n'y a pas que les données, il y a le traitement des données, la qualification des données. Alors est-ce que dans ce contexte qui a quand même évolué au cours des dernières années, on dit toujours, est-ce que la citation « data is the new oil », est-ce que c'est toujours valable ? Qui a envie de répondre ? Allez, Andrea. À mon avis, c'est une jolie analogie de New Oil et je crois que c'est toujours valable aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on commence notre projet, ça commence avec le récolte de données et l'utilisation de données, des propres données, comme on avait parlé plus tôt avec Nuria, si vous n'avez pas des bonnes données. Par contre, nous, on voit aussi un avenir où on a besoin moins de données. Aujourd'hui, ils ont des nouveautés comme des fabrications artificielles de données. Il a aussi la possibilité de faire juste une récolte de données en temps réel pendant le processeur, ça marche. Comme ça, vous pouvez juste légèrement améliorer tout le temps votre intelligence artificielle, faire à mesure quand des nouvelles données arrivent sur la chaîne de production ou d'autres. Donc en fait, aujourd'hui, c'est toujours la base et du donner la labellisation de données, mais comme ça reste quand même une grande partie, et je dis toujours peut-être plus que 50% de le coût d'un projet, c'est le récolte, labellisation et préparation de données. Il y a beaucoup de travail qui fait pour réduire cette partie. Data augmentation aussi, c'est tout. Et on a certains projets maintenant avec ces genres de choses où on peut récolter juste une image et puis par la transformation, déformation de cette image, on peut créer un bon nombre d'images juste à partir d'une image. Et ça réduit beaucoup la quantité de données qu'il faut récolter. Tout dépend sur le problème qu'on cherche. Mais c'est tout à fait possible sur la segmentation et d'autres choses. Sur le défaut, c'est plus difficile. Si je peux peut-être juste un complément, je pense les données restent la base de tous ces algorithmes d'intelligence artificielle, on est tous d'accord. Je pense au niveau ici régional, je pense on doit opérer un changement de paradigme, de partir justement, de quitter cette notion de big data vers le smart data. Je pense qu'on est sur des problématiques liées à des machines, à des dispositifs très petits, où effectivement il est difficile d'avoir, si on veut effectivement prédire la panne d'une machine, puis la machine elle est fiable, elle tombe rarement en panne, il est difficile d'avoir des millions de données en fait, pour faire de la maintenance prédictive. Donc il faut penser peut-être différemment et dire voilà, comprendre la machine, comment elle fonctionne, puis identifier quels sont les signaux
de la machine qui me permettent peut-être de faire un raccourci puis rapidement essayer de comprendre en fait son comportement. Alors, tu Collarc, on a développé justement une machine à outils, une fraiseuse 5 axes qui s'appelle la Micro 5. Puis voilà, on tombe sur un signal qui est la consommation de courant de la broche, qui nous dit beaucoup de choses en fait, sur la qualité d'usinage, sur la qualité de la pièce, et ainsi de suite. Et je pense que c'est ce genre peut-être de réflexion, de dire voilà, on est sur des problématiques peut-être plus maîtrisées, et puis si on arrive à comprendre les dispositifs pour lesquels on essaie de développer des algorithmes d'intelligence artificielle, on arrive effectivement peut-être à s'en passer un petit peu de cette hégémonie de données en fait. On dit voilà, il nous faut beaucoup de données pour déjà commencer. Et puis avec peu de données, on arrive déjà peut-être à créer une certaine valeur pour les entreprises de la région. Peut-être aussi pour ajouter quelque chose, et voilà, on parle beaucoup de la précision qu'on essaie d'obtenir avec l'entraînement, avec toutes ces données, mais on sait qu'à la fin, alors c'est presque impossible d'arriver au 100%, ça, on est tous d'accord. Maintenant, voilà, c'est important que le cycle de vie, il ne va pas s'arrêter au niveau de l'entraînement, mais c'est un continuous learning, ça veut dire que le système il est mis en place, mais il va être surveillé, et si on détecte que la classification n'était pas bonne, il faudra réentraîner le système avec ces nouveaux valeurs. Alors, cette continuous learning, je pense que c'est très important, effectivement, pour maintenant en production, que le système continue à apprendre, qu'il ne s'arrête pas seulement dans la phase d'apprentissage pur. Oh. Excuse-moi Philippe, mais on va prendre une question des participants. Alors, vous m'entendez bien ? Alors, nous avons une question sur la collaboration homme-machine. Pour que la décision revienne à l'humain, il va falloir le penser pour ne pas se trouver dans une situation de délégation à l'IA de type l'IA a dit oui pour les 4 chèques, le 5e est mon chèque à moi humain, et je dis oui également par influence. Quelle piste pour travailler cela ? C'est une super question. Ça, c'est une question philosophique. Alors, je pense, d'une manière générale, je disais tout à l'heure, effectivement, dans l'avenir, je pense que la collaboration entre l'humain et la machine est inévitable. Et je pense, on est tous d'accord, c'est pas que maintenant l'humain va déléguer son sort et son destin à une machine, mais il faut, d'une manière intelligente, effectivement, faire intervenir la machine pour assister l'humain justement à effectuer des tâches et puis pour créer le plus de valeur possible. Je disais effectivement, on parle toujours dans les projets européens surtout à la human in the loop, c'est l'humain dans la boucle de décision. Je pense que ça reste, je crois, une constante. Maintenant, comment l'implémenter concrètement sans créer peut-être un biais que effectivement tout d'abord l'IA dit oui, puis l'humain après il est influencé. Ça, j'ai pas malheureusement la boule de cristal pour dire voilà exactement comment ça va se passer. Mais il faut effectivement peut-être travailler aussi sur la psychologie humaine. Impliquer la pluridisciplinarité, c'est là la pluridisciplinarité devient intéressante, effectivement, de dire voilà, quel est le mécanisme pertinent à mettre en place pour permettre justement cette primauté de l'humain dans la prise de décision. Concrètement, comment ? Malheureusement, je ne peux pas répondre à notre participant. C'est vrai que finalement, ça nous arrive aussi. Enfin, moi, je fais confiance, j'ai aucun sens d'orientation, je fais confiance à Google Maps. Je me suis déjà retrouvée dans des endroits qui étaient à l'opposé de là où je devais aller. Et je n'ai pas remis une seule fois en question la machine. Enfin bref. Une autre question ? Vas-y. Alors, il y a une question pour les fondateurs d'entreprises. Au début de vos démarches pour créer une entreprise, quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Est-ce que le processus a été assez facile, rapide et transparent ? Est-ce que le financement pour faire vos R&D a été difficile à retrouver ? Excusez-moi, c'est une grande question. Est-ce que vous avez utilisé les services publics dans le processus de construire votre entreprise, coaching ou autre ? Et quels sont les grands bottlenecks actuels pour les PME dans la région ? David. Alors, je vais répondre parce que j'ai créé ma société il y a 18 ans. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Internet, ça a été développé à Genève au début des années 80. Et puis, parce qu'on n'a pas mis l'argent pour soutenir ce qu'on a développé en Suisse, ça a été racheté par des Américains. Puis maintenant, les 4 plus grosses sociétés au monde, ils font leur argent avec ce qu'on a développé en Suisse. Donc, c'est aujourd'hui malheureusement toujours un peu le cas. Dans mon cas, j'ai dû galérer un peu les 2 premières années pour trouver 70 000 francs. Alors, c'est quoi 70 000 francs ? C'est rien du tout. Puis, je pense que c'est vraiment important qu'on amène de plus en plus de solutions pour
amener cet argent un peu à fond perdu, mais avoir une présélection avant des candidats pour amener plus vite des nouveaux projets innovateurs, parce qu'on est bon pour développer des cerveaux, on paye ces cerveaux pour les former, puis après on n'amène pas juste le petit plus, puis après ça part à l'étranger parce qu'il manque juste ce petit bout-là. Je peux juste dire une chose, moi, ce n'était pas il y a 18 ans, mais c'était en 2018, donc il y a quand même un 18 dedans, mais nous, notre expérience, elle a été quand même relativement simple, je veux dire, on a quand même réussi à monter la société très rapidement, on a discuté assez rapidement avec l'État de Neuchâtel, où on a eu un soutien, il faut le reconnaître, hein, souvent on critique le canton de Neuchâtel, mais on a eu un soutien et une écoute qui était très intéressante, on a aussi eu un coaching platine aussi très rapidement, qui nous a beaucoup fait évoluer. Donc on a été guidés, pour notre part en tout cas, vraiment bien. Et je dois dire qu'on était plutôt sur des rails. Alors évidemment, c'est jamais tout droit. Hein. La vie d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est toujours difficile et il faut se battre tous les jours. Mais je dois dire qu'on a quand même eu un soutien et c'est peut-être été plus facile qu'à l'époque. Et il y a aujourd'hui aussi des plateformes qui permettent de créer des sociétés assez rapidement. Il y a startup.ch qui fait ça, donc il y a aussi des aides finalement où l'aspect un peu technique derrière, l'aspect un peu légal est peut-être aussi un peu plus simple. Donc, en tout cas, pour notre cas, il n'y a pas eu de bottleneck. Alors évidemment, hein, c'est toujours au bout d'un moment, c'est toujours une question financière. Hein, c'est difficile pour tout le monde. En tout cas, pour tout l'aspect administratif, tout l'aspect suivi, jusqu'où on en est aujourd'hui, nous, on était très contents en tout cas de l'accompagnement qu'on a eu, sans vouloir lancer de fleurs, parce qu'on a Neuchâtel ici, mais disons, nous, on a eu en tout cas un soutien et un suivi qui était très intéressant. Il y a plus d'aides qui se sont créées maintenant par rapport à 18 ans, par rapport à avant. Vous avez plein de prix d'innovation qui sont distribués chaque année. Vous avez des parcs technologiques qui aident à développer les sociétés. Il y a quand même des choses qui sont en train de bouger dans le bon sens. Et puis, c'est le positif, là, maintenant, ça va un petit peu plus, puis ça sera parfait. Le message, oui. Rapidement, je sais pas si beaucoup de questions encore, si on a le temps, mais rapidement. C'est toujours pareil, on prête qu'aux riches. Hein, donc, d'un côté, on dit il faut une start-up. Donc, on a une start-up, puis après, quand on dit oui, il faut mettre 20%, 30% de fonds propres, il n'y a pas. Donc, après, les sociétés qui sont plus anciennes, on les traite moins bien parce qu'on dit vous n'êtes pas une start-up. Donc, voilà, je crois que si on a une bonne idée, on peut quand même s'adresser aux institutions, je pense, en priorité étatiques, cantonales, et après, aller voir peut-être les fonds de VC, comme on dit, Venture Capital. Mais c'est vrai que je crois que si on a une bonne idée, en Suisse, on peut trouver du financement. Ça, c'est le bon côté de la Suisse. Et voilà, j'encourage les gens à approcher InnoSuisse et d'autres. En principe, c'est des gens qui sont très, très ouverts à aider les sociétés. Voilà. Oui. Merci. Merci de cette question à cette personne qui participe. Comme je le disais, Microcity, on est là pour faciliter la vie des entreprises. Il y a beaucoup de moyens de soutien à l'innovation. C'est pas forcément facile de trouver son chemin dans tout cet univers. Et donc nous, on est toujours là à l'écoute pour à la fois les start-upers, mais aussi pour les projets d'innovation des sociétés qui existent. Donc c'est vraiment une facilitation de l'innovation, que ce soit pour développer sa société ou pour d'autres, et aider à trouver les bons appuis en fonction du besoin. Donc c'est comme l'intelligence artificielle ou le edge ou le cloud, il faut trouver la bonne solution en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis ça, c'est notre rôle avec de l'intelligence humaine. Merci. Merci. Est-ce qu'on prend encore une autre question ou on s'arrête? Allez, on prend une autre question. Est-ce que l'IA est aujourd'hui à l'ingénieur ce que le tracteur fut lors de son arrivée à l'agriculteur? On a des poètes. Qui a envie de répondre à ça? Oui, je me lance.
Oui. Alors, l'IA à l'ingénieur. Alors, je pense que l'ingénierie, elle est quand même large. Hein. On dit un ingénieur, c'est quelqu'un qui va développer une solution à un problème donné. Alors, cette solution, il va intégrer plusieurs aspects. Alors, si on parle justement d'un ingénieur en électronique, en microélectronique, système embarqué, que je connais le plus, là, voilà, on va essayer effectivement de trouver une solution pour les capteurs qu'on va utiliser, pour comment on va collecter ces données, comment on va numériser ces données, digitaliser ces données, comment on va les filtrer. Il y a énormément de domaines, de compétences, de skills qui sont nécessaires. L'IA, ça vient aussi comme un outil, une brique en plus technologique que l'ingénieur il peut utiliser pour amener cette application, cette solution au-delà de la solution précédente qui n'arrivait pas à avancer davantage. Je parle par exemple de computer vision, traitement d'image dans un environnement contrôlé. C'est facile, relativement facile. Maintenant, on parle de traitement d'image dans un environnement pas contrôlé où les conditions par exemple, les lumières sont différentes. Là, c'était très compliqué. Il y a énormément de techniques, mais il n'arrivait jamais à avoir une solution qui fonctionnait dans tous les domaines. La IA, il peut, dans ce cas-là, aller plus loin parce qu'on peut entraîner dans tous ces environnements différents les systèmes et il peut après reproduire en fait, cet apprentissage qu'il a fait auparavant. Alors, je ne vais pas réduire en fait, l'IA, l'ingénieur à l'IA. Et l'ingénieur il va faire énormément de choses, il va appliquer l'IA. En tout cas, c'est ma vision. Bien, si on n'a plus d'autres questions, je crois qu'on arrive à la fin de... Il y en a encore une ? Ah, alors pardon. Il faudrait qu'on ait des oreillettes, Sandrine, pour... Alors, vous avez longuement parlé de la sécurité et protection des données. Est-ce, à votre avis, le frein principal à l'adoption de l'IA pour les PME en Suisse ? Je peux peut-être commencer, effectivement. Oui. Alors, je pense la sécurité de l'information et puis la privacité des données, c'est un souci, mais ce n'est pas propre à l'IA, mais à la digitalisation, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport à la digitalisation, par crainte, effectivement, peut-être des fuites d'informations, des données sensibles dans les entreprises. Et effectivement, je pense que la sécurité d'information, c'est un critère KO pour que les entreprises en fait adoptent pleinement des solutions digitales et puis des solutions qui se basent effectivement sur l'IA. Je ne pense pas que l'IA amène une vulnérabilité supplémentaire en fait par rapport à la sécurité. Ça le renforce peut-être, mais déjà la digitalisation pour que ça prenne pleinement au sein des PME, il faut que les solutions apportent effectivement des réponses claires par rapport à la sécurité. Je peux compléter, je suis d'accord. Et je pense que la réponse à cette question est non. Il y a d'autres limitations qui, chez nous, sont plus importantes. On a parlé, par exemple, des startups. Et là, après réflexion, j'aimerais quand même mentionner qu'il faut aussi faire un appel aux grandes entreprises pour s'investir dans ces technologies. Parce que des développements IA, c'est des choses qui coûtent cher, qui consomment. Donc, on ne peut pas seulement les laisser aux startups. Et pour faire l'exemple de Centredoc, à un moment donné, on s'est retourné vers nos sociétaires en disant « Écoutez, si vous ne nous financez pas pour faire ces développements, on ne va pas y arriver. On est 19, on est sous critique pour un tel développement. » Et alors, ils l'ont fait. Et donc, ce serait l'appel aux grandes marques, aux grandes entreprises de soutenir les PME dans le cadre de collaboration avec les instituts de recherche pour financer ça. Et je pense que c'est la rapidité de nos développements qui va définir si la Suisse, oui ou non, va être au premier rang ou dans les premiers rangs. Et ça dépend du financement. Et ça ne peut pas seulement venir des organisations de soutien à l'innovation, ça doit venir des entreprises installées dans ce pays. Eh bien, oui, bien sûr. Est-ce que l'IA va devenir créatrice ? Et si oui, comment ça va se passer ? Créatrice. Ah oui, alors Florence, volontiers.
Alors oui, alors ça je peux te dire 2 ou 3 mots là-dessus. C'est une grande question par rapport, par exemple, aux droits d'auteur. Une question qui se pose, c'est de savoir si, je ne sais pas si c'est la question qui est posée, si l'intelligence artificielle peut être titulaire d'un droit d'auteur ou d'un brevet. Et cette question a intéressé déjà un petit peu les juristes quand même. Et en l'état actuel, en tout cas, il n'est pas possible de protéger un droit pour une IA qui n'est pas titulaire de droit ou d'obligation à ce stade. Donc ça signifie que, par exemple, une intelligence artificielle ne peut pas être titulaire du droit d'auteur. C'est déjà un élément important. On ne peut pas non plus déposer un brevet. Il y a eu des tentatives de dépôt de brevet auprès de l'Office européen des brevets par une intelligence artificielle. Et puis, le brevet a été rejeté sous prétexte que, justement, il n'y avait pas de possibilité d'accorder un brevet à une IA. Ça peut être accordé uniquement à une personne physique ou morale. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un écueil important au niveau du droit. Et pour qu'on puisse franchir cet écueil, et c'est pour ça que j'ai pris la parole, il faudrait qu'on puisse reconnaître d'une manière ou d'une autre que l'intelligence artificielle a une personnalité juridique qui serait comparable à celle d'un humain ou d'une société. Et donc, pour qu'on puisse aller aussi loin, je pense que pour qu'on puisse admettre qu'une IA soit créatrice, du point de vue juridique, ça supposerait qu'elle ait la personnalité juridique. Alors, ça va nous amener dans un débat assez long, je pense, notamment éthique, mais je voulais juste apporter cet élément au niveau du droit. Merci beaucoup. Oui, Andrea. Juste pour ajouter, par contre, il y a des pièces de musique, des images qui sont créées par l'intelligence artificielle et ça va continuer. À mon avis, c'est très intéressant, comme l'art de digitalisation qu'on a aussi. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on est tout au début d'une intelligence artificielle qui vient parce qu'on a les données digitales, on a les possibilités à cause de le silicium et la loi de mort de vraiment traiter beaucoup de données. Mais on a tout un avenir à voir qui doit aussi avoir besoin des discussions juridiques. Quand vous commencez à voir des intelligences artificielles, des algos qui sont en train des autres algos qui arrivent à nous dépasser. Et ça, j'encourage les EU et les gens qui sont dans le juridique de ne pas suivre la technologie, mais de prendre l'avance sur la technologie, qu'on peut contrôler le monde dans lequel on va être, et activement, au lieu d'être la technologie qui arrive et les choses qui suivent après. Et là, on perd un peu ce contrôle. Allez, oui. Je dis allez. Non, allez. Peut-être juste je comparais tout à l'heure effectivement l'intelligence artificielle à la génétique. Avec la génétique, on peut faire plein de choses. Des belles choses pour effectivement soigner des maladies, mais des choses très moches. Et puis, pour éviter effectivement qu'on va trop loin dans ces choses moches, en fait, il y a effectivement un cadre éthique et légal qui est clair. Et je pense que l'intelligence artificielle elle doit être aussi encadrée, parce qu'on ne sait pas effectivement, on est au début, on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'elle sera créatrice mais complètement, ou alors imitatrice et apprenante seulement? On ne sait pas encore. Et puis je pense effectivement, pour prendre un petit peu le pas, l'avance, il faut définir un cadre effectivement qui délimite un petit peu le périmètre d'action de cette intelligence artificielle. Alors, la difficulté du législateur, c'est d'anticiper sur les développements technologiques. On a beaucoup de peine. Donc je pense que le législateur essaye, a de la peine, et souvent est à la traîne, il faut dire ce qu'il en est. Donc il va légiférer après le développement technologique, c'est souvent inévitable. La démarche qui est actuellement suivie en Europe, dans l'Union européenne, est assez intéressante parce que finalement, ils essayent d'anticiper, justement. Et l'objectif vraiment numéro 1, encore une fois, c'est de poser l'humain au milieu de ce cadre juridique et de faire en sorte que toutes les valeurs fondamentales de l'Union européenne, tous les droits fondamentaux de l'homme soient respectés. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans ce cadre. Mais malgré tout, je crois que quoi qu'on fasse, le droit sera toujours à la traîne. On n'arrivera pas à aller au-devant des développements technologiques. Et je pense que c'est une bonne chose en réalité. C'est une très bonne chose parce qu'il ne faudrait pas que le droit, finalement, empêche le développement de l'innovation parce qu'il a voulu encadrer de manière erronée. Je crois qu'on peut conclure cette table ronde. Merci beaucoup pour vos participations, c'était très intéressant. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et puis, on se retrouve non pas à Neuchâtel, mais en Valais, à Martigny, le 11 novembre prochain, et on sera à l'IDIAP. Alors, vous êtes les bienvenus, ce sera en ligne et en présentiel. Et ça clôturera également cette série d'Industrie Connect sur l'intelligence artificielle appliquée aux PME.
Merci aussi encore une fois à tous les partenaires et puis à l'équipe d'Alpacity et Actua qui travaillent en off ou derrière les rideaux pour pouvoir vous offrir cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup et puis bon après-midi.